Bonjour, bienvenue dans Opinion CSC. Carrefour, vous avez entendu largement ce nom dans la presse ces derniers jours. Les journalistes en ont parlé comme d'un séisme social. Les séismes s'étudient, il y a des facteurs annonciateurs des séismes suivants. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre, dans des situations comme celle de Caterpillar, Carrefour, ING, Deleuze, est-ce qu'il existe également des facteurs annonciateurs? Nous allons en parler aujourd'hui avec Xavier Dupré, économiste au Centre Jacques Motte, et Delphine Lataviec, secrétaire nationale de la CNE, la Centrale nationale des employés. Delphine, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a mené aujourd'hui à la situation de Carrefour, à cette restructuration? Et donc, ce que nous, on identifie en tout cas comme l'une des causes majeures, c'est finalement le fait que Carrefour, depuis des années, aurait pu anticiper l'arrivée de l'e-commerce, le fait que les hypermarchés sont sous pression. Et puis finalement, il s'est contenté de gérer un petit peu l'existant. Et 8 ans plus tard, parce qu'on a déjà eu une restructuration en 2010, qui a donné ses effets, c'est ça le pire, 8 ans plus tard, ils nous disent, en fait, aujourd'hui, l'entreprise est rentable, mais on se rend compte qu'à horizon 1 ou 2 ans, si maintenant on ne fait pas une révolution, ben finalement, on va vraiment se planter. Et donc c'est vraiment une mauvaise gestion que l'on pointe, en tout cas un défaut d'anticipation. Or, dans un monde qui change comme aujourd'hui, en tout cas au niveau de la grande distribution, ils auraient pu faire les choses autrement, bien, enfin, non seulement plus tôt, mais complètement différemment, ne serait-ce que sur le plan social. Donc en fait, dans le secteur du commerce, les changements finalement, ils s'annoncent depuis longtemps. Est-ce que c'est pas de la part de Carrefour un manque de stratégie, de vision à long terme également? Oui, tout à fait. Donc lorsqu'on voit ce qui s'est passé chez Deleuze, ce qu'on revit aujourd'hui chez Carrefour, dans d'autres secteurs, mais pour les mêmes raisons comme ING, effectivement, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un environnement qui évolue très fort, que tout le monde peut identifier. Comme consommateur, on peut identifier, ne serait-ce que via nos comportements de consommation, qu'effectivement, on se tourne un peu plus sur l'Internet ou en tout cas sur ou la livraison à domicile, etc. Donc tout ça pouvait être vraiment anticipé depuis longtemps avec les nouvelles technologies qui se développent en dehors de la Belgique ou ailleurs depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, Carrefour découvre ça. Donc effectivement, là, je dirais, les signes annonciateurs, ils sont dans l'environnement concurrentiel externe. Et nous, comme équipe syndicale, aussi bien chez Deleuze que chez Carrefour, ça faisait chez Deleuze, et ici ça fait chez Carrefour, des mois que l'on dit, on voit que les choses ne vont pas bien. Aujourd'hui, on peut tous acheter un bouquin en ligne sans devoir se déplacer, ni chez un libraire, ni au rayon non-food de Carrefour. C'est moins cher et ça va plus vite. Et on l'a chez soi. Donc, la grande distribution va se recentrer sur le food, l'alimentation. Forcément, il y a des gens qui vont passer à la trappe. Et c'est pas terminé. On va vers, clairement, une automation. On appelle ça robotisation, intelligence artificielle. Ça s'appelle une automation. C'est un débat qui a déjà existé il y a 30, 40 ans. C'est un process continu de l'économie. On remplace du travail humain par du travail mécanisé, machinisé. Aujourd'hui, on met des machines à la place des caissières, hein, on voit les caisses automatiques. Est-ce que ça, c'est pour faire plus d'argent finalement, pour avoir plus d'argent financier pour les dividendes? Est-ce que ça, c'est pas juste la vie normale de l'économie moderne? Oui, c'est clair. Bon, voilà, c'est la logique capitaliste dans toute sa dureté, mais qu'on découvre à chaque fois. Hein. Ça, c'est... Si vous avez un taux de croissance qui est important, ben, vous allez pouvoir maintenir, même s'il y a automation, des gens dans des postes de travail. Puisqu'en fait, l'économie continue à tourner. Le drame, c'est que chaque décennie, l'économie belge perd un point de croissance. Et que donc, effectivement, dans un contexte de croissance molle, je dis, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui en Europe, on en est à fêter le fait d'avoir 2,5% de croissance, on dit que c'est exceptionnel. Et on sait que ça ne va pas durer des siècles non plus. Donc 2,5, c'est vraiment c'est le maximum qu'on peut espérer à l'échelle de l'Union européenne. Oui, dans ces conditions, des mouvements d'automation, de substitution du capital, parce que c'est du capital, c'est des machines au travail, seront des destructrices nettes d'emplois. Tout le monde le sait, et j'ai pas l'impression qu'il y a un travail extraordinaire du politique, que ce soit au niveau national ou au niveau des autorités européennes, pour encadrer ce mouvement et le penser. Sans doute parce qu'il remet en cause fondamentalement l'idée que, quelque part, la croissance, ça fait forcément le bonheur des gens. On va devoir, à un moment donné, se rendre compte, j'espère assez vite, que, un, on est arrivé dans le mur, deux, c'est pas une stratégie de long terme,
En tout cas, si on veut encore vivre dans des sociétés plus ou moins pacifiques, plus ou moins régulées. Et troisièmement, c'est porteur de crise économique, parce que ces caissières qui vont disparaître pour des... Le quick scan, il tombe pas malade. Il ne se syndique pas. Il s'engueule pas avec son chef. Ouais, mais il paie pas un loyer, il n'achète pas une voiture, il fait pas de courses, il paie pas d'impôts. Les quick scans pourraient payer des impôts. Pourquoi? Puisque c'est un outil producteur. Ça peut payer des impôts. Et sans doute qu'une partie du financement des systèmes de sécurité sociale en Europe occidentale devra être beaucoup moins basée sur le facteur travail que sur le facteur capital. Ces solutions-là, elles existent. Jusqu'à présent, il est vrai que l'idéologie dominante nous dit qu'en fait, le problème, c'est un manque d'adaptation du facteur travail à ces stratégies d'innovation et que donc, forcément, bien, il faut se serrer la ceinture en attendant que, ma foi, les profits faisant les investissements, il y ait enfin de nouveau des emplois à la clé. Mais ça, heureusement, on vit une époque de crise, c'est vrai, c'est pas facile dans les mouvements sociaux. Mais en même temps, le fait qu'on vive une époque de crise signifie aussi que les gens sont devenus plus critiques. Je crois que ce discours-là, on ne peut plus le revendre aujourd'hui. Delphine, finalement, les syndicats, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Est-ce qu'ils proposent également des solutions? Au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise, effectivement, on vient avec des propositions. On est venu aussi bien d'ailleurs chez Carrefour que Deleuze, etc., en disant il y a un problème sur l'organisation du travail, parlons-en déjà. On sait qu'à terme, il y aura des réductions d'effectifs. Mais venons par exemple avec la réduction du temps de travail. On sait que c'est une solution qui, elle aussi, finalement, tout comme la technologie, suit le sens de l'histoire. Et donc ça, effectivement, il faut pouvoir être ambitieux en entreprise comme en secteur par rapport à ça. La réduction du temps de travail, c'est une réponse qui peut donner très rapidement des effets, en tout cas éviter les drames sociaux. Et puis à côté de ça, évidemment, c'est un petit peu voir au niveau de l'entreprise, en termes d'organisation de travail, de s'adapter aussi avec son temps. Ça va être quoi le monde du travail si on continue comme ça? Des robots qui vont remplacer les travailleurs les moins qualifiés? Puis après ça, une main-d'œuvre ubérisée, dont le statut va passer de celui du salariat classique à celui de la domesticité? Et puis quelques travailleurs, 10-15% de la main-d'œuvre, qui seront les manipulateurs de symboles. Souvent, ils connaissent bien les mathématiques, financières ou autres, ingénieurs, ou bien la communication. Ce sont des symboles. Ils peuvent penser des stratégies. Pour les autres, ceux-là seront très bien payés, très sécurisés. Et peut-être même que, comme dans certaines sociétés du tiers-monde, ils vivront comme cadres professionnels qualifiés dans des villas, des villages privés protégés du reste de la population qui souffre. On a parlé finalement du sectoriel, des employeurs, on a parlé de ce que les syndicats proposent, mais il y a un troisième acteur qui est le gouvernement, qui sont les responsables politiques. Et j'ai un peu l'impression que les responsables politiques ont déserté le terrain et finalement laissent les choses aller au profit de l'économie. Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut voir en tout cas au fur et à mesure des années dans chacun des dossiers. Lorsqu'on voit le délit, en tout cas les profondes mutations du marché de l'emploi, on peut se poser des questions sur aujourd'hui ce que font les politiques finalement. Parce qu'on a des réponses à très court terme. Travailler en politique, je dirais donc être politique, c'est aussi se poser des questions sur la société qu'on veut dessiner demain. Et donc ce sont les choix de société qu'on peut poser en matière de consommation, d'emploi, etc. Et ça, ce sont des choses qui ne sont effectivement pas anticipées, en tout cas au niveau des gouvernements successifs, je dirais. Or, c'est vraiment des enjeux et on est au cœur de cette transition-là. Et donc ça, il faut la penser emploi, il faut la penser économie, parce que ce n'est plus l'économie de demain, ce ne sera plus l'économie d'hier. Et c'est vrai que là, au niveau politique, on peut sincèrement se poser les questions, mais ce sont des échéances qui dépassent évidemment les gouvernements successifs. Et donc il faut une vraie ambition, il faut aller au-delà des intérêts électoraux. Et là, aujourd'hui, on n'a pas grand monde au rendez-vous. Quand les gens se rendront compte qu'il y en a qui protègent pour détricoter en fait et qu'il y en a qui protègent pour protéger, là on pourra commencer. On verra sans doute, si les gens en sont conscients, des évolutions intéressantes. Il ne faut pas non plus oublier qu'en ce moment en Allemagne, la conflictualité sociale n'a jamais été aussi forte et sur des thèmes très progressistes. La réduction du temps de travail, l'adoption d'un salaire minimum, la fin de la chasse aux chômeurs, une augmentation des salaires substantielle. Bon, c'est vrai que le contexte économique allemand est différent du nôtre,
Ce qui est intéressant aujourd'hui, le fait par exemple en Allemagne, c'est de voir ce mouvement social fort sur des mots d'ordre progressistes. Voilà, notre émission touche à sa fin. Les séismes sociaux, c'est un sujet vaste où il y a beaucoup de choses à dire, on pourra en parler des heures. Nous espérons qu'à travers ces quelques minutes, vous avez pu avoir des clés de lecture pour comprendre mieux ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, restez informés, continuez à agir et à être ouverts sur ce qui se passe autour de vous, notamment en consultant notre site, la csc.be. Nous retrouvons dans la prochaine émission. Au revoir.